Bonjour à tous, chers auditeurs Yawatani. Alors, on est très content de vous accueillir de nouveau ce dimanche pour l'émission Santé Yawatani. Aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir de nouveau Mehdi Baher, donc qui est un expert, auteur, conférencier dans le domaine de la santé et du bien-être. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très intéressant, qui est très peu abordé malheureusement dans les médias ou dans les différentes émissions sur la santé, et qui est celui des addictions. Voilà, donc les addictions une prévalence qui augmente de plus en plus dans la société. Donc là, on va en parler, définir ce que c'est les addictions, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on met en place ces comportements qui peuvent être autodestructeurs. Et on va aussi, donc, au cours de cette émission, donner quelques clés et voilà, quelques techniques en fait pour les dépister, les comprendre et pouvoir donc agir contre et voilà les contrecarrer. Voilà, Mehdi Baher, bonjour. Bonjour à vous. Voilà. Merci encore une fois de m'avoir invité sur Hmm. ce plateau radio pour partager mes connaissances sur la santé et le bien-être. D'accord. Alors déjà, Mehdi, je commence par te poser la question. Alors, qu'est-ce que tu penses des addictions? C'est vrai que c'est quand même un thème qu'on n'aborde pas très souvent, mais on a qu'à voir en fait dans notre entourage, il y a quand même énormément de personnes qui en souffrent. Pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu? Alors, il faut savoir que les addictions, il faut déjà se demander quelle est la définition d'une addiction. Alors l'addiction, c'est une très forte dépendance à quelque chose, malgré notre volonté consciente. Donc déjà, les addictions ne se trouvent pas sur un plan conscient. On est tous plus ou moins addicts à certaines substances ou choses à l'extérieur de nous-mêmes. Et aujourd'hui, pourquoi on n'en parle pas? Parce que ce sont des choses qui ne se trouvent pas dans le domaine du conscient. Donc ce sont des choses qu'on essaie d'occulter. Parfois on a honte de ces addictions-là. Et malheureusement, c'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans notre société. Hmm. Très bien, d'accord. Donc, Mehdi, tu nous as apporté donc cette définition de l'addiction qui est en fait une addiction à un bien-être, c'est ça, mais qui va aussi avoir plusieurs côtés négatifs finalement. Donc, voilà, cette envie de bien-être. Quels sont les côtés négatifs, par exemple, qui peuvent se manifester quand on est addict à quelque chose? Alors tout d'abord, ce qu'il y a à comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'addiction, très souvent on aura une image péjorative de ce que c'est qu'une addiction. Alors qu'on a des addictions qui sont positives et des addictions qui sont négatives. Des addictions qui vont nous détruire et des addictions qui nous permettent de nous construire. Et qu'est-ce que j'entends par addiction constructive ou positive? Ce sont tout simplement des rituels qu'on a installés au cours de notre vie qui nous permettent d'implémenter des actions, des choses dans notre vie sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc finalement, une addiction n'est pas toujours négative, elle peut aussi être positive dans notre vie. D'accord, très bien. Mais on remarque quand même, Mehdi, qu'en fait, et pourquoi en fait enfin, ces addictions vont plutôt avoir une connotation péjorative, négative. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Lorsqu'on parle d'addiction, très souvent on va entendre, on va y associer une addiction par exemple à l'alcool, aux drogues, à la nourriture. Et pourquoi on a cette association négative? Tout simplement parce que c'est ce qu'on nous a toujours présenté depuis notre tendre enfance. Lorsqu'on nous parle d'addiction, on parle de choses négatives. Alors bien sûr, il y a des addictions qui sont négatives et qui nous détruisent de l'intérieur. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que très souvent, ces addictions, on en a honte parce qu'on aimerait bien changer, on aimerait bien que les choses soient différentes. Et malgré notre bonne volonté, malgré parfois les efforts qui sont conscients, l'addiction perdure. Et pourquoi elle perdure? Parce que l'addiction ne se trouve pas à un niveau du conscient, sinon ce serait bien trop facile pour changer une addiction dans sa vie. L'addiction se trouve à un niveau limbique, à un niveau émotionnel. La partie limbique de votre cerveau gère tout ce qui va être automatique, émotion et chimie dans votre corps. Donc l'addiction se trouve à ce niveau-là, pas au niveau de la réflexion, ni même au niveau de la logique. Une addiction, bien souvent, se trouve à un niveau illogique. D'accord. Et Mehdi, donc ma question c'est donc ces comportements inconscients. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre en place? À quels besoins est-ce qu'ils vont répondre? Pourquoi est-ce qu'une addiction va s'installer chez une personne et plutôt pas chez une personne plutôt que plutôt qu'une autre? Alors moi j'aime toujours dire que l'addiction c'est la meilleure stratégie qu'a trouvé votre corps pour répondre à un besoin. D'accord? Donc si une personne a besoin par exemple de se relaxer, que la meilleure stratégie qu'a enregistré son système nerveux
c'est de fumer, la personne va fumer. Très souvent, lorsque j'ai un patient face à moi, je lui demande quels sont les bénéfices, par exemple, de fumer, d'être addict à la cigarette. Les gens vont me dire non, il n'y a pas de bénéfice. Mais la vérité, c'est que si vous êtes addict à quelque chose, c'est que votre système nerveux obtient un bénéfice grâce à ça. Donc, par exemple, les gens qui vont fumer vont mieux respirer, se détendre, mieux réfléchir, etc. Alors, bien sûr, il y a tout un côté négatif et destructeur. C'est pas la meilleure stratégie pour se détendre. Il y a des stratégies qui sont naturelles, qui n'ont pas d'effet négatif comme la cigarette. Maintenant, une addiction s'installe pas par punition, elle s'installe pas par défaut, elle s'installe comme étant une stratégie pour répondre à des bénéfices qu'a besoin la personne. Je vais prendre une autre addiction, par exemple, qui est très commun en ce moment, l'addiction au sucre ou à la nourriture. Une personne va être addicte à la nourriture lorsqu'elle va ressentir, par exemple, un vide émotionnel à l'intérieur d'elle-même. Donc elle aura besoin de combler ce vide par quelque chose d'extérieur, comme de la nourriture. Mhm. Et la nourriture va lui permettre de disposer de moins d'énergie pour réfléchir, donc peut-être de réduire ses problèmes dans sa vie. Donc finalement, c'est toujours une stratégie pour répondre à un besoin. On va prendre un autre exemple, euh, une addiction par exemple euh, aux drogues par exemple. Les drogues ralentissent les pensées et encore une fois nous permettent de penser qu'on a moins de problèmes Mhm. jusqu'à ce qu'on soit plus sous l'emprise des drogues pour que tous les problèmes refont surface de manière plus intense. Donc finalement, une addiction s'installe par un mécanisme stratégique qu'a utilisé le système nerveux à un moment donné pour répondre à des bénéfices qui sont bien présents. Parce que derrière chaque addiction, il y a toujours un bénéfice. Et ça, malheureusement, les gens ont du mal à le comprendre, à l'appréhender. Mhm. Enfin, on ne peut pas sortir d'une addiction sans comprendre dans un premier temps les bénéfices que ça nous apporte. Même si on aimerait s'en libérer, la première étape déjà pour se libérer d'une addiction, c'est de voir à quel besoin elle répond. D'accord, donc ça va demander finalement beaucoup de sincérité envers soi-même et surtout un gros travail d'introspection. Parce que voilà, si on interroge par exemple une personne qui est addicte on va prendre des addictions très sévères comme celle de la cocaïne, ben, je pense qu'elle va avoir du mal à trouver des bénéfices. Elle va surtout trouver que c'est un comportement autodestructeur et voilà, ça va demander un gros travail d'introspection. Alors, une très grande honnêteté, comme vous l'avez très Mm. bien dit, une grande sincérité, parce que ces bénéfices-là ne se trouvent pas à un niveau conscient, ils se trouvent à un niveau inconscient. Mm. Je vais vous donner l'exemple d'une femme que j'avais rencontrée qui était atteinte d'obésité. Elle était addicte à la nourriture pour remplir un besoin. Donc j'ai identifié que c'était d'ordre émotionnel lié à une addiction. Bien sûr, ça peut être aussi d'ordre génétique, psychologique ou chimique. Mais là, on a vu vraiment que c'était d'ordre émotionnel lié à une addiction. Et en lui posant cette question, en lui demandant quel bénéfice vous apporte cette obésité, elle me dit bah non, en fait, je viens vous voir parce que j'aimerais sortir Mm. de cette addiction, cette compulsivité que j'ai vis-à-vis de la nourriture détruit ma vie, détruit la vie de mes Mm. proches. Et en insistant, en étant vraiment percutant dans mes questions en tant que coach, j'ai pu l'inviter à faire émerger des bénéfices. Et en lui posant la question, encore à maintes reprises, elle a pu me dire en fait, c'est vrai finalement j'ai vécu plusieurs déceptions amoureuses et le fait d'être obèse, bah, je me rendais compte que les relations que j'avais avec les hommes me permettaient en fait de comprendre que les hommes n'étaient pas attirés par mon physique, mais Mm. plutôt par mon intérieur. Mm. Et ça, c'était en fait un mécanisme inconscient dont elle Mm. n'avait pas conscience. Mm. Mais le fait de comprendre que cette personne était addicte à la nourriture pour prendre du poids et ainsi ne plus vivre les déceptions amoureuses qu'elle a vécues parce que les hommes étaient attirés par sa beauté et la rejetaient dans ses relations, le fait de comprendre ce mécanisme inconscient, automatiquement j'ai vu déjà une larme couler dans son visage. Elle était déjà instantanément plus soulagée parce qu'elle Mhm. avait compris Et, à quel besoin répondait son addiction, une prise de conscience. une prise de conscience Mhm. exactement. Mhm. Et en lui reposant la question finalement, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure stratégie pour répondre à ce même besoin? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure stratégie pour améliorer vos relations amoureuses sans prendre la nourriture comme stratégie? Une autre personne aussi que j'avais rencontrée qui était addicte à la cigarette, et en lui posant cette même question, elle m'a dit bah, ses relations sociales elles étaient enrichies, hein. C'est une vérité, quand on fume,
On peut avoir des relations sociales, créer de meilleurs liens sociaux, on Mhm. peut mieux se détendre, on peut mieux respirer. Et en identifiant ces bénéfices-là, et en se demandant est-ce qu'il n'y a pas une meilleure stratégie pour se détendre, pour mieux respirer, pour socialiser, en identifiant une meilleure stratégie, on va rendre obsolète l'ancienne. Et du coup, c'est ça qui va permettre à l'organisme de se détacher d'une addiction. Il ne faut pas essayer d'éliminer quelque chose. Il faut trouver quelque chose qui est meilleur et qui répond aux mêmes besoins d'une façon plus performante. Et c'est que comme ça qu'on arrive à se détacher d'une addiction. Comme quelqu'un, vous l'avez très bien dit, une personne qui est addict à la cocaïne, hein, c'est aujourd'hui une addiction qui est très grave, qui détruit l'organisme d'une personne. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme bénéfice? Alors c'est très difficile d'imaginer, il faut vraiment être dans un cas concret. Là on n'est D'accord. pas dans quelque chose de fictif, les cas réels et concrets, il n'y a rien qui remplacera ça. Mais une personne qui prend de la cocaïne par exemple, il se peut que qu'elle soit victime de problèmes dans sa vie, qu'elle n'ait pas envie de se confronter à Mhm. certaines difficultés au niveau relationnel, peut-être familial, peut-être personnel. En trouvant une manière de répondre aux besoins qu'elle recherche à travers la cocaïne de manière plus performante, Mhm. naturellement, elle va relâcher cette addiction-là. D'accord. Donc c'est automatique. Mhm. Une fois qu'on arrive à trouver une stratégie qui est meilleure que l'ancienne, naturellement, l'addiction n'a plus lieu d'être. Mais il faut sortir de l'état d'esprit, j'ai envie de me séparer de mon addiction. Mhm. Il ne faut pas penser en moins parce que votre organisme a horreur de penser D'accord. en termes de perte. Il veut Mhm. penser en termes de mieux. Qu'est-ce que je vais euh, encore euh, qu'est-ce que je vais gagner de différent, d'encore meilleur. C'est ça qu'il faut penser. D'accord. Donc là, Mehdi, on est rentré un petit peu dans les clés finalement pour lutter contre les addictions. Donc là, tu parlais de tes expériences en tant que coach. Est-ce que tu penses que l'intervention d'une tierce personne est fondamentale pour lutter contre les addictions dans la mesure où ça apporte un certain recul qu'on n'a pas forcément sur nos propres comportements? Alors, tout dépend de la gravité de l'addiction, mais en effet, pour des addictions assez lourdes, il y a une prise en charge qui est nécessaire, à savoir si c'est pas une addiction d'ordre chimique, d'ordre génétique, d'ordre psychologique ou d'ordre émotionnel. Donc il y a une prise en charge qui est nécessaire pour de lourdes addictions. Donc je pense des addictions à l'alcool, des addictions au sexe, des addictions aux drogues ou à la nourriture. Il y a bien sûr une prise en charge qui est nécessaire afin d'avoir un recul suffisamment grand pour se détacher de ces addictions. Après, il y a bien sûr un travail à faire en amont et de toute manière, le professionnel qui va vous accompagner ne va pas résoudre ce problème à votre place. Il y aura Mhm. toujours un grand effort personnel et une énorme volonté à changer l'addiction. Aujourd'hui, je vois des personnes qui veulent se libérer, par exemple, de l'addiction à la nourriture ou à la cigarette, mais ils n'ont pas une réelle volonté. Tant qu'il n'y a pas une réelle volonté, déjà à un niveau conscient, il n'y aura aucun changement qui sera possible. Il faut déjà qu'il y ait une grande prise de décision qui soit prise à ce niveau-là, et une grande volonté de vouloir changer cette addiction. Après, il y a des méthodologies professionnelles, de coaching ou de thérapie, qui vous permettent de vous libérer de vos addictions. D'accord. Et Mehdi, donc là on parlait de mécanismes inconscients. Est-ce que tu penses que la volonté, est-ce qu'elle est suffisante pour sortir d'une addiction? Parce que parfois on a des gens qui sont très, très déterminés, mais qui ont quand même du mal en fait à voilà, se contrôler. Est-ce que tu penses que la volonté est suffisante? Alors c'est une très bonne question. Alors la volonté, elle n'est, en fait, la réponse courte c'est oui et non. La volonté n'est largement pas suffisante, sinon ce serait trop facile pour se libérer de nos addictions. Et la volonté est nécessaire, c'est une condition indispensable Mhm. avant de vouloir changer une addiction. Si vous n'avez pas de volonté, c'est impossible de changer une addiction. Il faut déjà qu'il y ait une volonté très forte de la part de chez la personne, de Mhm. vouloir changer d'addiction. Ensuite, la volonté n'est largement pas suffisante, sinon ça serait. Une personne qui souhaite arrêter de fumer euh, du jour au lendemain, elle pourrait y arriver. Bien sûr, il y a des personnes qui y arrivent, soit parce que l'addiction ne s'est pas suffisamment installée au niveau du corps, soit parce que la personne a fait preuve d'une énorme volonté suivie d'une grande décision, et c'est la décision qui change tout. Vous avez une forte volonté, et c'est ensuite la décision qui va commencer à amorcer un changement. Et après la décision, bien sûr, il y aura des méthodes qui vont vous accompagner, des méthodologies euh, qui vont travailler sur un plan inconscient. Parce que la plupart des gens pensent que les addictions se situent à un niveau psychologique. Mhm. C'est totalement faux. Mhm.
les addictions situées à un niveau biologique, à un niveau même cellulaire. Mhm. Les recherches en biologie cellulaire aujourd'hui montrent que nos addictions ne sont pas dans notre tête, elles ne sont pas imaginaires. Mhm. Elles se situent en fait sur la membrane des cellules, au niveau des sites récepteurs, euh, des antennes membranaires qui permettent aux hormones de votre corps de s'arrimer à ces récepteurs-là. Donc tant que vous avez ces récepteurs au niveau des récepteurs de vos cellules, il y aura l'addiction qui va perdurer. Donc ce qu'il va falloir faire de manière théorique, c'est tuer les récepteurs liés à l'addiction. Par exemple, si j'ai un récepteur de Mhm. glucose, donc il va pouvoir attirer que des hormones de glucose, et c'est à ce moment-là qu'il y aura une variation au niveau de l'ADN, du gène. Donc très simplement, en fait, de manière théorique, pour se libérer d'une addiction, c'est tuer, il va falloir tuer en fait les sites récepteurs liés à l'addiction. Donc au niveau chimique, hein, une addiction c'est chimique. Ça envoie de la chimie dans le corps qui va venir en fait s'arrimer au niveau des sites récepteurs. Donc il y aura un sevrage à faire. C'est quoi un sevrage? Un sevrage, c'est une période de temps donné afin de tuer les anciens récepteurs liés à l'addiction. Et un sevrage ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a un Mhm. temps. Votre corps répond à la dualité de la matière, donc il y a un temps pour qu'il puisse se réorganiser et se libérer de son addiction. Donc certains vous vont parler de 21 jours, d'autres de 66 jours. Mhm. Maintenant, en prenant toutes les études scientifiques de manière globale, moi je pense qu'il faut entre 20 et 100 jours. Ouais, 100 Et jours. Ouais. voilà, entre Mhm. 20 et 100 jours. Et en moyenne, ça va dépendre bien sûr des addictions, en moyenne 30 jours pour se libérer d'une addiction. Donc si par exemple vous avez une addiction, si vous arrivez à ne pas la nourrir pendant une période de 30 jours, Mhm. il y a selon moi 80% de chances que vous puissiez vous en libérer. Mhm. Donc le sevrage est nécessaire. Nécessaire. Et lorsqu'on parle de sevrage, c'est une période inconfortable. Donc il peut y avoir des nausées, des vomissements, des symptômes en fait très physiologiques Mhm. qui nous rappellent que l'addiction n'est pas juste dans notre tête en fait. Elle est corporelle. C'est notre corps qui doit se sevrer à cette addiction. Et ça, Mehdi, donc ça va concerner pratiquement toutes les addictions, donc c'est signe de sevrage, tu penses? Pour moi, Mhm. pratiquement toutes les addictions Mhm. passent par le corps en fait. Il y a un Mhm. sevrage toutes les addictions en tout cas qui sont bien installées devront passer par un sevrage douloureux, inconfortable en tout cas, d'une période d'au moins 30 jours, entre 20 et 100 jours comme on l'a dit, où il y aura des symptômes, donc des symptômes très corporels, hein. Pour toutes les addictions en fait passeront à travers un sevrage, une période inconfortable pour s'en libérer. Et c'est l'étape indispensable. Certains vont parler de la rivière du changement ou de la barrière de feu. Donc c'est l'étape en fait indispensable et inconfortable pour se libérer d'une addiction et retrouver sa liberté. D'accord. Donc Mehdi, en plus de cette voilà donc de ce travail de sevrage, tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est aussi nécessaire de mettre en place en fait des comportements, des mécanismes qui vont un petit peu substituer en fait c'est ça donc d'autres comportements plutôt vertueux qui vont apporter ce bien-être et ça aussi donc ça va faciliter un petit peu de se libérer un petit peu des addictions, c'est bien ça? Alors tout à fait, en reprenant les étapes là qu'on a dit depuis le début, condensez votre volonté. Demandez-vous pourquoi vous souhaitez vous libérer de cette addiction, afin de forger et de muscler la volonté de vouloir changer un comportement qui est nuisible aujourd'hui dans votre vie. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, décidez. Prenez votre agenda et décidez de la date précise, du jour précis où vous souhaitez commencer à changer ce comportement. D'accord? Donc c'est pas juste une décision dans le vent, c'est une décision qui est très terre à terre, une Mhm. décision, euh, comme certains coachs aiment le dire, dans le béton armé. C'est une forte décision. Mhm. C'est une décision indiscutable. D'accord? Et cette décision, mêlée à votre forte volonté, va créer de l'énergie pour qu'il y ait un changement rapide. Une fois que vous avez pris cette décision, trouvez une alternative meilleure. N'essayez pas d'enlever quelque chose de votre vie. Mhm. Une personne, par exemple, qui va arrêter de fumer, bah, le système nerveux, qu'est-ce qu'il enregistre? Le message que vous lui envoyez, c'est moins de relations sociales, plus de stress, peut-être Mhm. une prise de poids, euh, moins bien respirer, et tout un tas de bénéfices en fait qu'il associe à ça. Mhm. Une personne qui est addicte à la nourriture, bah, elle va associer peut-être euh, moins de un sentiment de vide intérieur, Mhm. peut-être
une convivialité qui ne sera plus présente. Donc finalement, trouver des stratégies qui Mhm. vont vous permettre de garder les mêmes bénéfices que vous aviez trouvés grâce à votre addiction précédente. Donc trouvez toujours une alternative qui soit meilleure. On ne se débarrasse pas d'une habitude qui perdure depuis des années, euh, des mois, voire des années, comme ça en décidant de changer. Non, il va falloir trouver quelque chose qui rend obsolète Mhm. l'ancienne addiction. Et de cette manière, vous pourrez faire une transition écologique. Une Mhm. transition qui soit euh, écologique, Mhm. c'est-à-dire euh, qui n'aura pas d'impact négatif colossaux dans votre vie. Donc c'est Mhm. comme ça. Et ensuite, euh, prenez la décision de durer au moins 30 jours, c'est le minimum. Mhm. Quand vous avez tenu 30 jours sans perdurer ce comportement négatif, cette addiction, vous en serez libéré au moins 80%, si ce n'est 100% pour la plupart des addictions. Donc fixez-vous une période d'au moins 30 jours pour vous libérer d'une addiction, et à ce moment-là, il y a de grandes chances que vous soyez libéré de votre addiction au bout de 30 jours. D'accord, Mehdi. Alors donc là, ben merci, merci pour toutes ces clés, hein. Ça fait déjà pas mal d'outils pour les gens qui veulent se libérer d'addiction. Alors Mehdi, moi j'aimerais bien te parler voilà, de quelques addictions en fait dont on ne parle pas très souvent mais qui existent et donc qui commencent à avoir une proportion de plus en plus importante, notamment l'addiction aux jeux vidéo, ou encore les addictions donc chez les jeunes donc au sexe, hein, à la masturbation, à la pornographie. Donc ça on a un petit peu du mal à les visualiser puisque donc il n'y a pas vraiment de substance comme ce qu'on peut retrouver par exemple avec une drogue. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce type d'addiction assez particulière? Alors oui, tout à fait. Déjà, pour reprendre ce que vous avez dit, il y a toujours une substance. Dans toute addiction, il y aura toujours une substance. Même une addiction liée au casino, par exemple, aux jeux vidéo, il y aura toujours une substance, bien sûr, qui ne va pas être euh, extérieure, mais intérieure. Et d'ailleurs, dans tout type d'addiction, c'est le corps qui sécrète tout ça. Le corps est capable de créer n'importe quelle chimie, même la chimie Hmm, d'une drogue. Le corps est capable de sécréter ça. hmm, De l'antidouleur, pareil, le corps sait sécréter cette chimie à l'intérieur de lui-même. Sur le plan neurologique, comment se matérialise une addiction? Il y a un stimuli à l'extérieur, peu importe le stimuli. Ça peut être un jeu vidéo, un réseau social, une personne, euh, un fruit, un aliment, une cigarette, une drogue, peu importe. Il y aura hmm, un stimuli de l'extérieur. Ce stimuli-là va créer une réaction biochimique à l'intérieur du corps, une réaction de récompense. Et comment cette réaction de récompense s'installe? Cette réaction de récompense s'installe au fil de notre vie en ayant appris, en ayant éduqué notre système nerveux, en associant ce stimuli à du plaisir. Donc je vais vous donner, prenons l'exemple de l'addiction. Qu'est-ce qui fait que ces réseaux sociaux marchent si bien? C'est que ces réseaux sociaux, en fait, ont été designés par des personnes qui comprennent exactement le cerveau humain. Je vais répéter ce que je viens de dire parce que c'est extrêmement important. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo addictifs sont, sont créés avec des personnes, par des personnes qui comprennent exactement comment fonctionne le cerveau humain. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de Facebook. Des personnes aujourd'hui, bon, vous consultez peut-être cette radio sur Facebook, il y a des personnes aujourd'hui qui sont addictes à Facebook ou à des jeux vidéo ou à des casinos. Là, ce que je vous ai expliqué marche en fait pour tout type d'addiction. Il y aura un stimuli, par exemple une notification. Cette notification va être perçue par votre système nerveux. À ce moment-là, une réaction de plaisir va être sécrétée par votre corps. Donc, dans le cerveau, c'est une substance qu'on va appeler la dopamine. Et mhm, la dopamine, c'est une substance extrêmement addictive. C'est une réaction de récompense donnée par votre cerveau. Et qu'est-ce qui fait que ce stimuli-là engendre une réaction de dopamine? Vous vous demandez probablement. C'est parce que vous avez éduqué votre cerveau avec cette notification. Par exemple, quelqu'un vous a dit un mot doux, ou vous avez reçu un message qui vous a procuré du plaisir, et c'est à ce moment-là que vous renforcez cette addiction. Donc mhm. finalement, c'est une boucle rétroactive entre le stimuli et ce qui est engendré dans votre corps, qui se renforce au fil du temps. D'accord? Donc cette addiction devient de plus en plus forte à mesure qu'on la nourrit. Donc il peut y avoir des addictions de type réseaux sociaux, jeux vidéo, des addictions de nourriture, sexuelle ou autre. Et finalement, en fait, même émotionnelles, il y a des gens qui sont addicts à la colère. Et s'ils n'ont pas reçu leur dose de colère quotidienne,
ils vont être dépendants de ça. Donc ils vont se mettre en colère contre un arbre, contre la météo, contre un chien. Finalement, contre quelque chose d'idiot, afin de retrouver cette chimie, Hmm. comme un drogué finalement qui redemande sa drogue. Afin que les cellules aient cette nourriture-là. Parce que si les cellules ne sont pas nourries de l'addiction, elles vont envoyer un message au cerveau pour lui dire capte à travers tes cinq sens quelque chose qui va pouvoir réaffirmer cette addiction. Hmm. Donc si par exemple la personne n'a pas ressenti sa dose de colère quotidienne, elle va trouver toujours un moyen de se mettre en colère. Si c'est contre la météo, elle va se mettre en colère contre la météo, contre un Hmm. chien, contre un arbre, contre finalement quelque chose qui n'a pas d'importance. Donc il peut y avoir des addictions d'ordre émotionnel, d'ordre extérieur, d'ordre intérieur. Et finalement, toutes ces addictions-là, en fait, sont toutes les mêmes. Et ce seront toujours les mêmes procédés pour répondre et transcender ces addictions-là. D'accord. Bon, Mehdi, ben merci pour toutes ces explications. Donc, on aimerait terminer sur une note plutôt positive. Alors, donc là, tu nous as expliqué un petit peu le fonctionnement des addictions, notamment sur le plan biologique et biochimique. Alors, comment utiliser en fait ce mécanisme pour plutôt aboutir à des addictions positives, voilà, un renforcement de comportements cette fois-ci positifs. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place en fait? Alors, c'est une excellente question. Moi, dans mon métier de coach, je suis amené à rencontrer beaucoup de personnes qui aimeraient mettre en place certaines actions, mais qui n'y arrivent pas, qui procrastinent, qui reportent toujours au lendemain. Des personnes qui savent exactement quoi faire et pourtant qui ne le font pas. Qui savent que cette action-là leur permet d'avancer dans leur vie, d'être productif, par exemple faire du sport, ou tout autre type d'action finalement, mais ne le font pas. Pourquoi ces personnes ne le font pas? Ces personnes ne le font pas parce qu'il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient. Et c'est exactement ce qu'on dit depuis le début par rapport aux addictions. Donc comment faire concrètement? Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui souhaite faire plus de sport. Pour l'instant, le système nerveux, s'il n'arrive pas à faire du sport, c'est qu'il est associé de la douleur et des inconvénients au fait de faire du sport. Donc vous allez utiliser un mécanisme inconscient qui va renverser la tendance. Ce que vous allez faire, c'est mettre en place cette action et derrière faire une action que vous aimez particulièrement. Donc une action qui va vous donner du plaisir. Par exemple, si ce qui vous procure du plaisir aujourd'hui, c'est par exemple prendre un café à la terrasse d'un restaurant par exemple, ou sortir avec vos amis, ou par exemple lire un livre, Mhm. vous allez faire ce comportement juste après l'action que vous êtes fixé de faire, Mhm. afin que votre cerveau associe du plaisir au comportement. Donc il y a une récompense en fait liée à ça. Et même si aujourd'hui vous aimez par exemple les jeux vidéo, c'est pas forcément un problème. Utilisez ça afin de changer dans votre vie. Faites par exemple, je sais pas si vous êtes par exemple étudiant, dites-vous par exemple, je vais aujourd'hui travailler les 2 premières heures de ma journée et juste après euh, jouer 1 heure aux jeux vidéo, Mhm. afin que votre système nerveux associe du plaisir au fait de travailler. C'est que comme ça qu'on arrive à, entre guillemets, hacker son cerveau. Euh, c'est en trouvant un stimuli de plaisir qui va être rattaché au comportement souhaitable. Et une fois que vous arrivez à faire ça pendant 30 jours, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de récompense après l'action. Parce que votre cerveau ne fera plus la différence. Il aura l'impression que quand il va travailler, il y aura du plaisir qui va être sécrété par le corps. Mhm. Donc finalement, au bout de 30 jours, il n'aura plus besoin de cette récompense-là pour mettre en place cette action. Que ce soit le sport, travailler, dans vos révisions ou tout autre type d'action. Il faut que votre cerveau comprenne qu'il y a un plaisir qui va être une satisfaction, un bonheur, un bien-être qui va être créé juste après cette Mhm. action favorable. D'accord, donc c'est en fait enfin finalement que le corps va pas en fait faire la différence entre ces comportements et va du coup associer le comportement qui était initialement source de douleur, il va plutôt l'associer à du plaisir, c'est ça? Oui, Voilà. oui, Votre cerveau va se bah c'est, reprogrammer et ne va plus associer de la douleur, mais plutôt du mhm, plaisir. Et votre subconscient, c'est comme ça qu'il est programmé. Quitter la douleur pour rechercher du plaisir. mhm, Quitter l'inconfort pour rechercher du confort. Donc si vous arrivez à récompenser votre corps biochimiquement, c'est-à-dire par une émotion aujourd'hui, on sait que c'est de la chimie. Lorsque vous avez terminé une action importante dans votre vie, votre cerveau va créer un lien. Votre cerveau, mhm. c'est un réseau neurologique qui ne fait que créer des liens. Donc il faut arriver à court-circuiter votre cerveau afin de l'utiliser dans le sens de vos objectifs dans votre vie.
D'accord. Et une technique, donc ça peut être aussi une technique très intéressante pour, par exemple, l'éducation des enfants. Hein? Mm. C'est ça, Mehdi. Donc ça peut être très intéressant pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire renforcer en fait en parlant d'éducation des enfants, on a des petits enfants qui jouent à l'instant autour de nous. Donc ça peut être très intéressant en fait, renforcer c'est ça, renforcer en fait ces comportements positifs en leur apportant du bien-être. Alors Hein. oui, Ça peut tout à pour fait. essayer de les façonner, Exactement. d'avoir des choses positives, des comportements positifs. Hein. Les enfants sont extrêmement malléables et avant 8 ans, tout ce que vous allez leur dire sera enregistré dans leur subconscient, dans leur cerveau. Donc c'est capital avant 8 ans de comprendre en fait comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Si vous arrivez à récompenser les comportements positifs que fait l'enfant, il va être amené à reproduire cette tendance-là. Mhm. Et à l'inverse, si vous arrivez à, à- à condamner les comportements qui ne le font pas avancer, il va associer de la douleur, bien sûr, de lui-même. Il ne faut pas créer cette douleur-là, mais il faut lui faire comprendre que ce comportement qu'il vient d'avoir ne lui est pas favorable. Donc soulignez les comportements positifs que fait votre enfant afin qu'il associe du plaisir au comportement qu'il a. Par exemple, si votre enfant euh, fait du ménage, récompensez-le. Dites-lui à quel point vous êtes fier de lui. Amenez-le sortir ou achetez-lui quelque chose qu'il aime bien pour qu'il associe du bien-être et du plaisir à ce comportement-là. Et le cerveau, naturellement, inconsciemment, va être amené à reproduire cette tendance-là. D'accord. Ben Mehdi, on va terminer sur ces notes plutôt positives, d'accord? Est-ce que, bon, là, on a abordé énormément de choses. Est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé, même si c'est pas très facile, hein? Donc, l'addiction, voilà, je te laisse la parole. Alors, première chose qu'on a dit au début, c'est que derrière tout type d'addiction, il y a une intention positive. Donc il y a des bénéfices cachés, qui sont inconscients, que vous ne percevez peut-être pas encore. Donc recherchez les bénéfices, les gains que vous procure l'addiction que vous souhaitez changer dans un premier temps. Soyez extrêmement honnête avec vous-même et demandez-vous qu'est-ce que m'apporte comme bénéfice l'addiction que je veux changer. Pour se libérer d'une addiction, il faut d'abord voir quelle est la stratégie qui a été installée de manière inconsciente. Première chose. Ensuite, condensez votre volonté, augmentez votre volonté. Demandez-vous pourquoi c'est indispensable aujourd'hui que je puisse changer cette addiction, quitter cette addiction-là. Pourquoi c'est indispensable. Ensuite, prenez la ferme décision, prenez votre agenda et fixez une date précise dans laquelle vous allez commencer à ne plus reproduire ce comportement-là et le changer par quelque chose qui va être favorable. Donc c'est la troisième chose. Prenez la ferme décision de changer. La troisième étape, ça va être pendant 30 jours de ne plus faire le comportement néfaste et de le changer par quelque chose qui va répondre aux mêmes besoins, aux mêmes bénéfices de manière différente et plus performante. Pendant 30 jours, vous faites ça et vous vous récompensez après ces actions-là par quelque chose que vous aimez particulièrement qui va vous procurer du plaisir. Et après 30 jours, faites le bilan. Vous allez voir qu'à 80%, il y a 80% de chances que vous soyez libéré de cette addiction. Si ce n'est pas le cas, continuez. Et après 100 jours, euh, selon moi, je pense qu'il y a 99% de chances qu'après 100 jours, vous soyez complètement libéré de l'addiction si vous arrivez exactement à suivre ces 4 étapes qu'on vient de décrire. Parfait, Mehdi. Je te remercie. Hein. Donc, on va clôturer cette émission. Je vous rappelle qu'on reste disponible si vous voulez nous poser vos questions, donc à travers Facebook ou à travers YouTube ou à travers la page, voilà, à travers la page de Yawatani. Et on se retrouve bien sûr donc la semaine prochaine, donc comme tous les week-ends pour une nouvelle émission de santé. Et le thème donc sera communiqué comme d'habitude au cours de la semaine. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, un bon lundi de Pâques. Et Mehdi, merci, au revoir et Merci à vous de au m'avoir invité plaisir, oui. une nouvelle fois et voilà, Voilà, bonne journée. voilà, au Merci. revoir.